Mardi, nous sommes le 10 mars 2020. Bonsoir à tous et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Le grand rendez-vous de tous les soirs. Nous sommes au début, la première partie, le décryptage. Et ce soir, nous allons parler bien sûr du Niger. L'opposition indignée par la dilapidation des fonds de l'armée. Pour creuser le sujet, nous avons sur ce plateau notre éditorialiste maison, Mamadou. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir Mathieu. Alors, l'armée se voit dilapider ses fonds. Justement, qu'est-ce qui se passe au Niger, Mamadou? En tout cas, il se passe quelque chose pour le moins inacceptable. C'est-à-dire? C'est le président de la République, M. Issoufou, qui a commandité un audit comme ça se fait dans tous les pays qui se gèrent de façon normale. Il se trouve que cet audit concerne le ministère des Forces armées. Et dans cet audit, on découvre que des milliards ont été détournés, en particulier dans ce qui concerne l'approvisionnement en armes pour les militaires. Alors que, comme tout le monde le sait, le Niger est en face de groupes armés qui menacent la sécurité des populations. Le Niger, comme d'autres pays africains, font appel à des puissances et aux organismes internationaux pour leur demander de les aider à mieux équiper leur armée. Si maintenant les fonds sur le plan national, les fonds venus de l'international sont utilisés non pas pour armer les militaires, mais pour résoudre des problèmes particuliers, pour ne pas dire des problèmes privés, il y a un véritable problème. Et c'est pourquoi l'opposition s'est levée en disant non, l'audit c'est une très bonne chose, mais, parce qu'il y a un mais, le gouvernement demande à la limite simplement que ceux qui ont détourné l'argent remboursent l'argent. L'opposition dit jamais, ça ne peut pas s'arrêter à un arrangement et à un remboursement. Comment cela s'explique? En fait, ça existe. Des fonds alloués pour l'armée, commander des instruments en principe, pour partir en guerre contre les djihadistes. En principe, c'est inexplicable. Même dans un pays qui n'est pas dans la situation du Niger. Quand on prévoit des choses pour l'armée, l'armée fait partie des piliers dans un État. Donc, on doit faire attention à tout ce qui concerne l'armée. Même les civils doivent faire attention parce que le jour où ça va chauffer, c'est eux qui sont capables de nous protéger. Mais imaginez un Niger en face à des violences. Vous prenez des militaires, vous les envoyez sur le front, ils acceptent d'aller sur le front pour défendre les populations nigériennes, au lieu de leur donner le matériel adéquat. Vous ne leur donnez pas ce matériel adéquat, ils deviennent pratiquement des chairs à canon devant des groupes armés qui ont une force de feu qui dépasse celle de l'armée. Une des conséquences, on a vu au Niger, on a vu au Mali, les militaires battre en retraite devant ces groupes armés. Pourquoi? Parce que les forces de frappe sur le plan feu n'étaient pas les mêmes et celui des groupes armés était plus important que celui de nos armées, ce qui est inacceptable. Et c'est la raison pour laquelle l'opposition dit niet, il ne faut pas qu'il y ait d'arrangement, il faut qu'on sache qui a fait quoi et qu'on laisse la justice faire son travail pour, s'il le faut, condamner les personnes. Et ce n'est pas l'opposition seulement qui le dit, le ministre de la Justice l'a dit, je ne sais pas si ça l'a échappé, mais lui, il a dit que c'est criminel, ces gens doivent être exécutés. Non, il a dit exécutés. Il a dit c'est criminel, ces gens doivent être exécutés. Mais dans la réalité, l'État malien dit qu'on va prendre des sanctions administratives, on va faire en sorte que les gens remboursent les fonds qu'ils ont pris et ceux qui sont récalcitrants, on va les envoyer vers les tribunaux. À qui imputer cette faute-là? En fait, c'est qui le responsable? La faute se trouve à plusieurs niveaux. Oui. Parce que dans la déclaration, au niveau de l'audit, il y a faute au niveau des procédures pour ce qui concerne les marchés. Donc, comme d'habitude, souvent dans l'attribution des marchés, il y a de la magouille, il y a de la corruption. Ça ne s'arrête pas là, vous avez de la surfacturation. En plus de la surfacturation, vous avez du matériel qui a été commandé, qui a été livré, mais de façon fictive. C'est-à-dire vous avez des papiers qui attestent d'une livraison, mais la livraison n'a jamais... Le matériel n'est pas là. Oui, la livraison elle-même n'a jamais eu lieu. Alors que comme on le voit, on a mis le cachet payé, livré. Le payé est là, mais le livré
n'est pas là de façon concrète. Ce matériel militaire, on ne le voit pas. Vous avez un autre cas où le matériel a été payé, mais tout le matériel payé n'a pas été livré. C'est une partie du matériel qui a été livré. L'autre partie, personne n'a vu, personne ne sait où c'est passé. Et dans tous ces cas, bien sûr, que le matériel ne soit pas livré, que le matériel soit livré en partie, tout ce qui était dans la chaîne au niveau de la commande de ces armes, de la livraison et de la réception de ces armes, tous ces gens-là sont bien sûr concernés. Le gouvernement n'a pas encore donné les noms. Ils ont tout simplement dit qu'ils sont en train de voir avec ces gens pour qu'ils remboursent les fonds qu'ils ont pris indûment. Est-ce que cela ne vient pas poser l'éternel problème de ce mystère qui entoure les armées dans tout son ensemble à travers le monde entier? Mais c'est normal qu'il y ait un tant soit peu, j'allais dire, de discrétion, pas de mystère. Parce qu'on doit pouvoir auditer ce qui se fait dans l'armée. Rien ne l'empêche et on doit le faire parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que l'armée est une institution de la République. Donc, comme toutes les autres institutions, l'armée doit pouvoir être auditée. Maintenant, il y a un problème de stratégie. De façon générale, on ne doit pas dire nous avons combien de militaires. Nous ne devons pas dire qu'est-ce que nous avons comme armement parce que celui qui veut t'attaquer, s'il sait ce que tu possèdes, il sait comment faire pour venir en finir avec toi le plus rapidement possible. Il y a une question stratégique dans cette discrétion qui fait que on ne doit pas mettre dans la rue tout ce que l'armée possède. On ne doit pas le faire. Mais à part cet aspect stratégique, il y a des inspecteurs généraux d'État qui sont là, dont le travail c'est de faire les contrôles. Ces gens doivent pouvoir aller faire le contrôle, surtout dans ces pays en guerre, parce que ça commence à se répéter et d'une façon qui ne peut pas être acceptée. Au Mali, on a commandé un hélicoptère. L'hélicoptère devait participer à la lutte contre les groupes armés. L'hélicoptère est là-bas posé depuis plus de 2 ans. L'hélicoptère n'est pas capable de voler. Au Nigeria, il y a un général qui a été poursuivi, arrêté même, avec le président Buhari, puisque lui, il avait commandé des armes. Dans la commande, on a commandé des armes neuves. À l'arrivée, c'est des armes d'occasion qui sont arrivées. Et je suis d'accord avec le ministre nigérien, c'est criminel. On ne peut pas envoyer des jeunes de nos pays aller au front pour nous défendre, et vous avez des gens qui veulent se mettre des dizaines de millions dans la poche, et parce qu'ils veulent se mettre des dizaines de millions dans la poche, ils se permettent d'acheter des armes qui ne sont pas les armes appropriées par rapport à ce que ces jeunes doivent aller affronter. Pour moi, je suis parfaitement d'accord avec l'opposition du Niger. Il faut que la lumière soit faite sur cette affaire et que les personnes responsables soient sanctionnées comme la loi du Niger le dit. Le pion, ne pouvons pas nous dire aujourd'hui que le pion se trouve dans le rang du président même, quand on sait qu'en Afrique, très souvent on dit le chef de l'État, le chef suprême des armées, voilà. Et tout ce qui se passe au sein de l'armée, il est au courant. Est-ce qu'il peut dire aujourd'hui qu'il est sans nouvelles de tout ce qui a été fait avant la demande de cet audit-là qui vient mettre au clair les insuffisances ça et là constatées? Il est au courant, c'est pas évident. Il n'aura pas d'excuse parce qu'il doit être... À quoi servent alors les services de renseignement? Oui, c'est pourquoi j'ai dit qu'il n'a pas d'excuse parce qu'il doit être au courant. Mais est-ce qu'il est au courant? Ce n'est pas évident. Parce que quand dans ce Niger actuel, regardez la position du président Issoufou, on le voit tout le temps au front sur la lutte contre les groupes armés. Est-ce que ce président peut en même temps accepter que l'armement qu'on donne à ces militaires soit insuffisant, alors qu'avec le G5 Sahel, on l'a vu au front, demander aux gens d'armer ce G5 Sahel, dire que nos pays n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir faire ce travail. Il a dit aux Nigériens, on s'excuse, mais il va falloir qu'on serre la ceinture, parce que dans le budget, le fait nous sommes en guerre, une partie du budget va vers cette guerre-là. Est-ce que ce même président peut voir les gens en train de dilapider l'argent qui doit être destiné aux militaires pour défendre le pays et l'accepter? J'espère que non. Parce que si c'est le cas, très certainement, quand l'information sortira avec des preuves, c'est vers lui que la contestation va aller, puisque actuellement la contestation va dans le sens de dire qui sont les coupables, montrez-les et sanctionnez-les. Mais si c'est lui qui est au courant et qui n'a rien dit, très certainement, dans les manifestations à venir, lui-même, il va être visé, pas seulement par l'opposition, parce que ce n'est pas l'opposition seulement qui manifeste, les acteurs de la justice manifestent. Hier lundi, par exemple, ils ont fait une journée justice morte. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Vous avez les magistrats également qui disent non, il faut qu'on respecte la séparation
des pouvoirs. Vous avez fait un audit, vous avez fini de faire votre audit, il demande même que l'audit soit transmis sans délai. Je dis bien sans délai aux autorités judiciaires. Parce que quand on a fini avec un audit, quand il y a des problèmes dedans, effectivement, c'est à la justice de faire le reste du travail. Vous avez les jeunes avocats également qui sont dedans. Donc, ce n'est pas l'opposition seulement, la société civile. Bien des Nigériens aujourd'hui disent que non, ça ne passera pas. Il faut qu'on s'arrête. Et les acteurs de la justice ont même créé un cadre de concertation en disant que niet, ça ne passera pas. Il faut qu'on envoie ces gens vers la justice. Quand on sait qu'il n'est pas vraiment en odeur de sainteté avec une frange de la population depuis un bout de temps, on peut être tenté de dire que c'est pour pouvoir se faire une belle... vous voyez un peu ce que je voudrais dire, non? Mais le ballon de sonde risque de lui retomber sur la tête. Parce que, il faut le dire, quand on est président de la République, le ministre des Forces armées ou bien le chef d'état-major général des armées, qui l'a nommé. Donc, indirectement, le président a une part de responsabilité. Quel que soit l'argument que le président va donner, il a indiscutablement une part de responsabilité. Maintenant, est-ce qu'il a vu par les services secrets qu'il y a un problème? Il a fait faire l'audit pour pouvoir faire passer des fusibles et pouvoir se préserver lui-même de sa responsabilité. On ne peut pas le dire à l'état actuel des choses. Si on remet le dossier à la justice pourra clarifier cette affaire pour qu'on sache qui a trempé dedans, qui n'a pas trempé dedans, jusqu'où. Parce que ces milliards dont on parle, ils sont quelque part. Ces milliards dont on parle sont en train de profiter à quelques-uns. Qui sont ces quelques-uns? Et c'est toute la question que les gens se posent. Et pourquoi cette stratégie du remboursement? Pourquoi demander Pourquoi demander le remboursement pur et simple? Mais c'est toute la question que l'opposition pose en disant, mais quand il y a un délit, pourquoi aller aussi rapidement au remboursement au lieu d'aller vers la justice, laisser la justice faire son travail, clarifier le problème. D'autant que ça se fait dans un pays qui est pratiquement en guerre. Parce que le président Issoufou le répète tout le temps dans ses discours, le Niger est en guerre. C'est ce qu'il dit. Dans un pays en guerre, comment on peut comprendre que les armes devant permettre de défendre les populations, qu'on se permette de faire de la magouille, de la corruption, de la surfacturation, de ne pas livrer ces armes-là à ces militaires qu'on envoie au front pour les sacrifier? Mais ça veut dire que les familles de ces militaires ont raison, parce qu'au Niger, plusieurs fois, les familles des militaires ont manifesté en disant « armez les militaires correctement ou nous allons demander aux membres de nos familles de retourner à la maison. » On a vu les femmes des militaires, les enfants des militaires manifester plusieurs fois. Non pas pour dire aux militaires « n'allez pas vous battre », mais pour dire à l'État « si vous voulez qu'ils se battent, donnez-leur de quoi se battre. » Mais si on nous révèle que des milliards ont été dilapidés certainement par un petit groupe de personnes en plus pour sacrifier combien de militaires, je suis d'accord avec l'opposition et la société civile. On ne peut pas dire aux gens rembourser et puis on ne sait pas qui a fait quoi, on ne sait pas qui a pris combien. C'est vraiment trop facile. Et quand on sait que le Niger est en guerre, comme le président Youssouf même aime bien le dire, et avec ces informations, avec ces déballements en ces derniers temps, est-ce que c'est bien pour le pays lui-même quand on sait que les djihadistes sont permanemment là? Non, mais c'est très mauvais. C'est très mauvais même pour l'image du président de la République qui, au niveau du G5 Sahel, par exemple, était vraiment totalement au-devant en envoyant des militaires nigériens, en prenant une partie du budget du Niger pour mettre à la disposition du G5 Sahel. Si maintenant on revient pour dire que c'est ce président lui-même qui veut qu'on règle des problèmes au Mali, parce que quand on dit G5 Sahel, on ne pense pas seulement au Niger, il ne crée pas les conditions pour pouvoir résoudre le problème au niveau du Niger, ça pose problème. On l'a vu sur le plan international plusieurs fois, être l'avocat de ces pays, le Niger, le Nigeria, le Burkina, le Mali, où on rencontre des problèmes avec les groupes armés, tout le temps défendre ces pays, réclamer un soutien encore plus fort de la communauté internationale. Si les gens ont l'impression que dans son pays, si vous envoyez ce qu'il faut pour qu'on obtienne des armes, l'argent est détourné, vous imaginez ce que ça peut donner comme conséquence au niveau du Niger. Alors, on est pratiquement à la fin de cet entretien-là qui concerne bien sûr le Niger. On voit l'opposition qui s'indigne bien sûr de la dilapidation des fonds alloués bien sûr à l'armée. Comment cette opposition peut se comporter jusqu'à la sortie de la fumée blanche? Actuellement, les revendications de l'opposition... S'indigner, oui, mais bon, on
se dire... non, ils sont en train de s'organiser. La caravane passe. Ils disent qu'ils se solidarisent avec ils se mettent en situation de solidarité par rapport aux militaires. Ils demandent à peu près comme les juristes n'ont pas qu'on transmette, mais eux, ils demandent carrément au procureur de la République de s'autosaisir face à ce problème pour que le dossier aille en justice et que le dossier ne soit pas traité d'un point de vue administratif. Ils appellent les populations également à se préparer pour une mobilisation, pour ne pas laisser passer une telle chose. Et en général, dans ce genre de situation, l'opposition ne peut pas aller plus loin parce que l'opposition n'est pas le système judiciaire, l'opposition n'est pas le système législatif quand ils n'ont pas la majorité au niveau de l'Assemblée. S'ils avaient la majorité au niveau de l'Assemblée, ils auraient pu appeler le ministre pour lui demander de venir s'expliquer. Ils auraient pu déposer une motion de censure pour faire tomber le gouvernement. Ces actions, une opposition qui n'est pas majoritaire au niveau de l'Assemblée n'est pas en mesure de le faire. Donc, au vu de tout ce qui se passe là, l'opposition n'a pas vraiment une marge de manœuvre en tant que telle. Non, elle va aboyer en espérant que la caravane ne passera pas. Puisqu'en fait, c'est dans cette posture que l'opposition se trouve actuellement. Elle est obligée de faire ce travail et peut-être aller dans le sens d'une jonction avec les avocats, les magistrats, etc., qui n'ont pas exactement les mêmes revendications, mais qui vont dans le même sens par rapport à cette question. Le Niger va se retrouver encore avec une instabilité, alors que le Niger est déjà en guerre. Mamadou, merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Messieurs, mesdames, nous allons marquer une pause. L'info, juste derrière, on se retrouve pour la deuxième partie, l'invité.